Pendant des décennies, James Burton, l'un des plus grands guitaristes de l'histoire du rock, est resté relativement discret sur l'homme à ses côtés soir après soir, Elvis Presley. Les fans se sont longtemps demandé ce qu'ils pensaient vraiment du roi au-delà du strass, de la gloire et des moments emblématiques de James. Maintenant, Burton a finalement décidé de parler et ce qu'il dit surprendra ceux qui croient déjà connaître toute l'histoire. Que s'est-il passé entre ces deux icônes ? Y a-t-il une question controversée cachée ? Cette révélation était étonnamment candide et très honnête, ce qui pourrait même changer votre perception de James Burton, de Suzy Q, au panthéon de la renommée. Le parcours de James Burton, d'un petit garçon de Louisiane à l'un des guitaristes les plus respectés de l'histoire de la musique, témoigne de son talent, de son dévouement et de son amour durable pour son art. Né le 21 août 1939 à Dudley, en Louisiane, Burton a grandi entouré des riches traditions musicales du Sud-américain. Au début de son adolescence, la musique était déjà devenue sa vocation. Vers 1952 ou 1953, à seulement 13 ou 14 ans, il a appris à jouer de la guitare par lui-même. Son talent naturel était indéniable et en peu de temps, il a remporté des concours de talents locaux, attirant l'attention d'un public qui reconnaissait ses remarquables compétences. Ne se contentant pas d'impressionner les foules dans sa ville natale, Burton est rapidement entré dans le monde professionnel, se produisant au Louisiana Hayreed, un programme qui avait lancé de nombreuses carrières légendaires. Ses premiers travaux d'enregistrement comprennent sa participation au succès de Dale Hawkins en 1957, Suzy Q. Une chanson qui est non seulement devenue un classique du rock and roll, mais a également cimenté la place de Burton en tant que musicien à suivre. Le milieu des années 1950 a marqué un tournant majeur dans la carrière de Burton lorsqu'il est devenu le guitariste principal de l'idole des adolescents Ricky Nelson. Ce partenariat a été essentiel pour façonner la réputation de Burton, car c'est à cette époque qu'il a développé et popularisé son style de chicken picking emblématique. Cette technique distinctive, connue pour son jeu de médiator saccadé et précis, a ajouté une texture excitante et immédiatement reconnaissable au succès de Nelson. Le travail de guitare de Burton sur des chansons comme Traveling Man et Hello Mary Lou n'a pas seulement complété la voix de Nelson, il a contribué à définir le son de l'époque. Son jeu novateur a inspiré d'innombrables jeunes musiciens et lui a ouvert des portes bien au-delà des limites du rockabilly et de la pop. À la fin des années 1950 et dans les années 1960, Burton était devenu l'un des musiciens de studio les plus recherchés de Los Angeles. Sa polyvalence lui a permis de passer d'un genre à l'autre sans problème et il a contribué à des enregistrements de certains des artistes les plus célèbres de l'époque, notamment les Everly Brothers, les Beach Boys, Merle Haggard, Emmylou Harris, Johnny Cash et Joni Mitchell. Chaque collaboration a prouvé davantage sa capacité à s'adapter au style unique d'un artiste tout en laissant sa marque indélébile. La maîtrise de la guitare de Burton a fait de lui une figure essentielle en studio et sa réputation n'a fait que croître à mesure que ses crédits se sont étendus à l'ensemble de l'industrie musicale. En 1965, la carrière de Burton a pris une autre tournure intéressante lorsqu'il est devenu membre du groupe maison de Shindogs pour l'émission de télévision Shindig. L'émission était une plateforme importante pour la musique populaire au milieu des années 1960 et le rôle de Burton en tant que membre du groupe de musiciens principal l'a placé devant un public national chaque semaine. Cette exposition a non seulement renforcé sa position de guitariste de premier plan, mais l'a également mise en contact avec un réseau encore plus vaste d'artistes et de professionnels de l'industrie. Un chapitre déterminant de la vie de Burton a commencé en 1969, lorsqu'Elvis Presley l'a personnellement recruté pour assembler et diriger le TCB, Taking Care of Business Band. Burton a accepté et ce qui a suivi a été un partenariat extraordinaire qui allait durer jusqu'à la mort de Presley en 1977. En tant que guitariste principal de Presley, Burton a participé à plus de 1000 concerts, contribuant à des moments légendaires tels que Elvis, That's the Way It Is en 1970, Elvis on Tour en 1972
et le concert Aloha from Hawaii diffusé dans le monde entier en 1973. FR, son travail à la guitare est devenu partie intégrante du son live de Presley, Elvis lui faisant souvent signe en plein spectacle avec la phrase désormais célèbre « Play it James ». Pendant 8 ans, Burton n'a pas seulement été un membre du groupe d'Elvis, il en était une pierre angulaire, contribuant à façonner l'énergie et le talent musical qui ont rendu les concerts de Presley inoubliables. Après le décès de Presley en 1977, la carrière de Burton n'a montré aucun signe de ralentissement. Il a continué à tourner et à enregistrer avec une liste impressionnante d'artistes, dont Emmylou Harris, John Denver et Elvis Costello. Son adaptabilité, son professionnalisme et son son unique l'ont maintenu en demande et il est resté une figure respectée parmi les musiciens de plusieurs genres. Ces années post-Elvis ont été marquées à la fois par une exploration créative et un dévouement continu au soutien des artistes avec lesquels il a travaillé. En 2001, les décennies de contributions de Burton ont été honorées lorsqu'il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame dans la catégorie des accompagnateurs. L'intronisation a été rendue encore plus spéciale par le fait qu'elle a été présentée par Keith Richards des Rolling Stones, un admirateur de longue date du travail de Burton. Cette reconnaissance a placé Burton parmi l'élite de l'industrie musicale, reconnaissant non seulement sa maîtrise technique, mais aussi son influence sur des générations de guitaristes. N'étant jamais du genre à se reposer sur ses lauriers, Burton a lancé le James Burton International Guitar Festival entre 2005 et 2007. L'événement a permis de recueillir des fonds pour son organisme à but non lucratif qui se concentre sur l'offre d'une éducation musicale et d'instruments aux enfants. En 2007, son héritage en tant que musicien de studio a été encore renforcé lorsqu'il a été intronisé au Musicians Hall of Fame en tant que membre du célèbre Wrecking Crew, un groupe de musiciens de studio de Los Angeles dont le travail a façonné d'innombrables disques à succès. Même dans les années 2010 et 2020, Burton est resté une présence active dans le monde de la musique. Il a continué à se produire dans des festivals et des événements spéciaux démontrant le même talent et la même passion qui avaient défini sa carrière depuis le début. Par le biais de la James Burton Foundation, il s'est assuré que les générations futures aient accès aux outils et à l'éducation dont elles ont besoin pour réaliser leurs propres rêves musicaux. Son engagement à redonner a démontré que son influence s'étendait au-delà de la scène et du studio, atteignant les communautés et inspirant les jeunes musiciens du monde entier. En 2024, Burton a reçu l'un des plus grands honneurs de la musique country lorsqu'il a été intronisé au Country Music Hall of Fame à Nashville dans la catégorie des musiciens de tournée et d'enregistrement. Cette reconnaissance a couronné plus de 7 décennies de contributions inégalées à l'industrie musicale. De ses débuts en Louisiane à son travail avec Ricky Nelson, Elvis Presley et d'innombrables autres artistes, la carrière de Burton a été définie par l'innovation, l'excellence et un dévouement inébranlable à son art, les problèmes de James concernant le véhicule de combat Bradley. La carrière de James G. Burton a pris une tournure décisive et transformatrice après qu'il ait pris sa retraite du service actif dans l'armée de l'air des États-Unis, où il avait atteint le grade de colonel grâce à des années de service dévoué. Connu pour son souci méticuleux du détail, son éthique de travail sans compromis et son engagement inébranlable envers l'intégrité, Burton n'était pas du genre à ignorer les dangers potentiels simplement pour préserver les apparences ou accélérer les processus. Après avoir quitté le service actif, plutôt que de se retirer complètement des questions de défense, il s'est profondément impliqué dans l'un des programmes d'équipement militaire les plus litigieux de la fin du XXe siècle, le développement et le déploiement du véhicule de combat Bradley. Au départ, Burton a abordé le projet avec le même état d'esprit discipliné qui l'avait guidé tout au long de sa carrière militaire. Cependant, en examinant les détails de la conception du Bradley et les procédures entourant ses essais, il est devenu de plus en plus inquiet. Sa principale préoccupation était centrée sur la décision d'utiliser un blindage en aluminium pour le véhicule. Bien que ce matériau offre certains avantages, notamment en termes de réduction du poids total et d'amélioration de la maniabilité,
Burton pensait qu'il comportait un compromis dangereux, une réduction importante de la protection des soldats, qui utiliseraient le Bradley dans des situations de combat réelles. Pour lui, aucune amélioration de la vitesse ou de la facilité de transport ne pouvait l'emporter sur la responsabilité fondamentale d'assurer la capacité de survie de l'équipage sous le feu. Les préoccupations de Burton n'étaient pas des théories d'acier abstraites, elles étaient enracinées dans sa compréhension du monde réel, des conditions de combat et des vulnérabilités auxquelles les troupes étaient confrontées sur le terrain. Il a reconnu que le Bradley rencontrerait probablement des situations impliquant des tirs ennemis lourds, des engins explosifs et des facteurs de stress extrêmes sur le champ de bataille. Selon lui, le blindage en aluminium ne pouvait pas offrir le même niveau de protection que des matériaux plus durables, ce qui rendait le véhicule et par extension son équipage plus susceptible de subir des dommages catastrophiques. Plutôt que d'accepter tranquillement ces risques, Burton s'est senti moralement obligé de tirer la sonnette d'alarme, même si cela le plaçait en conflit direct avec des intérêts bien ancrés dans la hiérarchie de l'approvisionnement militaire. Sa position n'était pas, comme certains critiques l'ont suggéré, une tentative de saper le programme ou de remettre en question les objectifs plus larges de l'armée américaine. Au contraire, Burton se considérait comme remplissant son devoir envers les hommes et les femmes qui placeraient leur vie entre les mains de la conception du Bradley. Il a soutenu avec passion que des essais rigoureux et réalistes étaient non seulement conseillés, mais essentiels. Selon son évaluation, les protocoles d'essais alors en vigueur étaient beaucoup trop cléments. Ils étaient conçus dans de nombreux cas pour produire des résultats qui présentaient le véhicule sous un jour favorable, plutôt que pour exposer les faiblesses qui pourraient être corrigées avant le déploiement. La proposition de Burton était simple mais controversée. Le Bradley devait subir des essais de tir réel à l'aide de véhicules opérationnels entièrement équipés dans des conditions qui simulaient étroitement des scénarios de combat et réels. Cette suggestion s'est heurtée à une résistance considérable. Les essais de tir réel risquaient de révéler de graves défauts dans le blindage et la conception du Bradley, ce qui aurait pu entraîner des reconceptions coûteuses, des retards de production et une publicité négative. Pour certains, au sein du système d'approvisionnement, éviter de tels résultats était plus important que d'affronter pleinement les dangers potentiels. L'insistance de Burton sur la transparence et la rigueur s'est heurtée à ses priorités et sa persévérance l'a rapidement fait passer pour une force perturbatrice. Les réactions négatives qu'il a rencontrées ont révélé beaucoup de choses sur la dynamique sous-jacente de l'approvisionnement militaire. Le processus ne visait pas seulement à garantir l'efficacité sur le champ de bataille, il était également façonné par des considérations politiques, des contraintes budgétaires et des ambitions de carrière personnelle. D'énormes sommes d'argent étaient en jeu et admettre des défauts de conception pouvait compromettre à la fois les contrats et les réputations. Le refus de Burton de compromettre ses principes l'a mise en opposition directe avec des personnalités influentes qui préféraient maintenir le statu quo. Au fur et à mesure que le conflit s'intensifiait, l'environnement professionnel de Burton est devenu de plus en plus inconfortable. Il s'est retrouvé au milieu d'une lutte qui portait autant sur la culture institutionnelle que sur les spécifications techniques. Ces appels à la responsabilisation ont conduit à des confrontations tendues avec ses supérieurs et les responsables des achats, dont certains l'ont accusé d'entraver les progrès. Pourtant, Burton est resté résolu, présentant sa position non pas comme un acte de rébellion, mais comme un acte de responsabilité motivé par sa conviction que la vie des soldats américains l'emportait sur toute considération politique ou financière. Elvis Presley, le roi du rock. Le parcours d'Elvis Presley a commencé le 8 janvier dans la petite ville de Tupelo, au Mississippi, où il est né dans un milieu modeste. Ayant grandi pendant la Grande Dépression, sa jeunesse a été marquée par des difficultés économiques, mais aussi par les sons vibrants du Sud-américain. La musique gospel remplissait les églises qu'il fréquentait avec sa famille, tandis que le blues se répandait dans les coins de rue et sur les porches. La musique country a également joué un rôle dans le développement de ses goûts.
FR, ses influences ont créé une base musicale riche et diversifiée qui allait un jour définir son style révolutionnaire. À l'âge de 13 ans, sa famille a déménagé à Memphis, dans le Tennessee, une ville débordante d'énergie musicale qui abrite des légendes du blues et des grands noms de la musique country. Ce déménagement s'avérera déterminant car il place le jeune Elvis au cœur d'une scène musicale dynamique et prépare le terrain pour une carrière qui façonnera à jamais la culture populaire. En 1954, Elvis est entré dans le monde de la musique professionnelle lorsqu'il a commencé à enregistrer chez Sun Records. Là, sous la direction du producteur Sam Phillips, il a fusionné le rhythm and blues avec la country pour créer quelque chose de tout à fait nouveau, le rockabilly. Ce son brut et excitant ne ressemblait à rien de ce qui se faisait à la radio à l'époque et il a rapidement attiré l'attention du public. Son enregistrement a mis en valeur non seulement sa voix, mais aussi sa capacité à injecter de l'énergie et de l'émotion dans chaque note. Peu de temps après, il a signé avec RCA Records, dirigé par le rusé et ambitieux colonel Tom Parker. Sous la direction de Parker, la carrière d'Elvis a grimpé en flèche. En 1956, son premier single chez RCA, Heartbreak Hotel, a été diffusé sur les ondes et a dominé les charts, devenant ainsi son premier succès numéro 1. Le ton obsédant et le style distinctif de la chanson, associés à la présence scénique électrisante d'Elvis, ont fait de lui une sensation nationale. Son mélange de puissance vocale, de charisme magnétique et d'un style à la fois rebelle et charmant l'a propulsé sous les feux de la rampe, faisant de lui une célébrité presque du jour au lendemain. En 1957, Elvis a étendu sa portée au-delà de la musique et a fait un bond important dans l'industrie cinématographique avec Jailhouse Rock. Ce film a non seulement mis en valeur son potentiel d'acteur, mais a également renforcé son image d'icône culturelle. La performance de la chanson-titre, aujourd'hui célèbre, avec sa séquence de danse en prison chorégraphiée, est devenue l'une des scènes les plus mémorables de l'histoire de la musique et du cinéma. Le public s'est connecté à son charme à l'écran tout comme à sa musique et le succès du film a encore renforcé son statut de star. Des décennies plus tard, Jailhouse Rock a été honoré par sa conservation au National Film Registry, ce qui a cimenté sa place en tant qu'élément du patrimoine culturel américain. À ce stade, Elvis n'était plus seulement un chanteur. C'était un artiste aux multiples talents qui dominait à la fois les palmarès musicaux et Hollywood. À la fin des années 1960, la nécessité de renouer avec ses racines d'artiste de scène est devenue de plus en plus évidente. Cette occasion s'est présentée en 1968 avec le comeback spécial, aujourd'hui légendaire, un concert télévisé qui a mis en valeur Elvis à son meilleur. Vêtu de son costume en cuir noir, aujourd'hui emblématique, il a livré des performances passionnées et dépouillées qui ont rappelé au monde son talent brut et sa présence scénique imposante. L'énergie du spécial était électrique, à la fois un triomphe personnel et professionnel. Il n'a pas seulement redynamisé sa carrière, il l'a réintroduit comme un musicien sérieux auprès d'un public en mutation. Le succès retentissant du spécial a ouvert la voie à un retour lucratif au spectacle sur scène et Elvis a saisi cette occasion en se lançant dans une série de tournées de concerts qui ont fait découvrir sa musique à des fans du monde entier. L'un des couronnements de cette époque a été le concert Aloha from Hawaii en 1973, un événement révolutionnaire diffusé en direct par satellite à un public du monde entier. Atteignant des millions de téléspectateurs, le concert a témoigné de son pouvoir de star durable et de sa capacité à captiver le public bien au-delà des États-Unis. C'était un moment culturel qui a réaffirmé sa place dans l'histoire de la musique, alors même que le paysage de la musique populaire continuait d'évoluer. Sa dernière apparition publique a eu lieu le 8 août 1977, lorsqu'il a loué en privé un parc d'attractions à la recherche d'un rare et paisible moment de plaisir, loin de l'examen constant du public. FR, la carrière d'Elvis Presley, bien que célébrée pour son impact révolutionnaire sur la musique et la culture populaire, n'a pas été sans controverse. Tout au long de sa vie, il a été confronté à des critiques publiques, à des défis personnels et à des différends en coulisses qui ont façonné la façon dont le monde le percevait.
Certaines de ces questions ont émergé des tensions culturelles de son époque, tandis que d'autres étaient le résultat de circonstances personnelles et des personnes qui l'entouraient. Ces controverses font désormais partie de son héritage complexe, montrant que même les personnalités publiques les plus admirées peuvent rencontrer des difficultés importantes. L'une des premières et des plus médiatisées controverses entourant Elvis a été la panique morale suscitée par ses performances dans les années 1950. Au fur et à mesure de son ascension vers la gloire, sa présence scénique énergique et ses mouvements de hanches emblématiques ont suscité de vives réactions de la part du public et des critiques. Si de nombreux jeunes fans étaient captivés, d'autres, en particulier les voix conservatrices de l'époque, considéraient son style comme trop sexuel et inapproprié pour le grand public. Certains critiques sont allés jusqu'à affirmer que les performances d'Elvis corrompaient tant que la jeunesse américaine et érodaient les valeurs morales. Ces apparitions dans les émissions de télévision ont souvent donné lieu à des débats houleux. Et dans certaines émissions, les opérateurs de caméra ont reçu l'ordre de ne le filmer qu'à partir de la taille afin d'éviter de montrer tous ses mouvements corporels. Ce choc entre les normes sociétales traditionnelles et une nouvelle vague d'expression juvénile a positionné Elvis à la fois comme un rebelle culturel et un paratonnerre pour la critique. En 1959, alors qu'il servait dans l'armée américaine et était stationné en Allemagne, Elvis s'est retrouvé la cible d'une situation inhabituelle et troublante. Lauren Johannes Greo Landau, un homme avec lequel Elvis n'avait aucun lien préalable, a tenté de le faire chanter. La menace portait sur de prétendus éléments compromettants, notamment des photographies ou des enregistrements que Greel Landau affirmait pouvoir nuire à la réputation d'Elvis s'ils étaient divulgués. Plutôt que de s'engager dans une longue bataille juridique ou un différend public, l'affaire a été résolue par un règlement financier. Bien que les détails entourant la tentative de chantage soient restés largement privés, l'incident a révélé comment la célébrité faisait d'Elvis une cible d'exploitation, même lorsqu'il était loin de la scène de concert. C'était un rappel que le statut de célébrité s'accompagnait de vulnérabilités qui pouvaient être manipulées par des opportunistes. Un autre débat important et persistant dans la carrière d'Elvis Presley concerne les accusations d'appropriation culturelle. Bien qu'Elvis ait fréquemment reconnu l'influence des musiciens noirs sur son style, les critiques ont soutenu que sa gloire et son succès commercial ont été amplifiés par le privilège racial accordé aux artistes blancs au milieu du XXe siècle en Amérique. Des artistes tels que Big Mama Thornton, qui avait initialement enregistré Hound Dog avant qu'Elvis n'en fasse un énorme succès, ont reçu beaucoup moins de reconnaissance et de récompenses financières. Les critiques ont affirmé que si la musique d'Elvis a introduit des éléments de rhythm and blues dans le courant dominant, elle a également éclipsé les créateurs originaux qui avaient été les pionniers de ces sons. Cependant, toutes les voix du monde de la musique n'ont pas considéré Elvis négativement à cet égard. Le légendaire guitariste de blues B.B. King, entre autres à Londres, l'a défendu, déclarant qu'Elvis avait un véritable respect pour les artistes noirs et leur travail. Cette tension entre l'admiration pour son talent musical et la critique du système qui a favorisé son succès par rapport à d'autres reste une partie nuancée de son héritage. Vers la fin de sa carrière, un autre problème a commencé à peser sur la vie d'Elvis, un problème qui venait de son propre cercle. Son entourage, connu sous le nom de Memphis Mafia, était composé d'amis proches, d'employés et de compagnons qui voyageaient avec lui et géraient des aspects de sa vie personnelle et professionnelle. Si certains étaient loyaux et le soutenaient, d'autres étaient considérés comme encourageant de mauvaises habitudes et contribuant à son isolement des influences extérieures. Au fil du temps, les membres de la Memphis Mafia ont été accusés de profiter de leur proximité avec Elvis, d'influencer ses décisions et de favoriser un environnement fermé. Les tensions ont fini par s'intensifier au point que son père, Vernon Presley, a pris des mesures décisives en 1976. Inquiet pour le bien-être de son fils et la pression sur ses finances, Vernon a renvoyé plusieurs associés de longue date. Cette décision est intervenue dans un contexte d'augmentation des dépenses, de gestion financière douteuse
et de baisse des revenus, ce qui a marqué une période d'instabilité dans les affaires personnelles et professionnelles d'Elvis, les controverses d'Elvis avant sa mort. Dans les dernières années de sa vie, le comportement d'Elvis Presley à Graceland est devenu une source d'inquiétude croissante pour ses proches. De nombreux témoignages d'amis, d'employés et de visiteurs décrivent une série d'actions explosives et imprévisibles entre les murs de sa célèbre maison de Memphis. L'un des incidents les plus souvent cités est celui où Elvis tirait sur des téléviseurs dans des moments de frustration, en particulier lorsqu'un programme ou une performance à l'écran lui déplaisait. Bien que ces actes y aient parfois été présentés comme des accès de colère impulsifs ou des bizarreries exagérées de sa personnalité, ils reflétaient également une instabilité plus profonde qu'il devenait de plus en plus difficile d'ignorer. Des rapports ont lié ce comportement erratique à sa dépendance aux médicaments prescrits qu'il utilisait depuis des années pour gérer divers problèmes de santé, l'insomnie et les exigences de son calendrier de tournée rigoureux. Au fil du temps, les effets de ces substances ont semblé contribuer à une irritabilité accrue, à des épisodes de paranoïa et à une volatilité émotionnelle qui ont mis à rude épreuve ses relations et alimenté les spéculations sur son état d'esprit. Ce sentiment croissant de malaise entourant la vie privée d'Elvis à Graceland a également alimenté l'un des chapitres les plus persistants de la mythologie qui l'entoure, les théories du complot sur sa mort. En août 1977, lorsque la nouvelle de son décès a été annoncée, des millions de fans dans le monde entier ont été choqués et beaucoup ont eu du mal à accepter que le roi du rock'n'roll, Toji Kiyoshi, puisse vraiment être parti. Bien que les rapports médicaux officiels aient confirmé qu'il était mort de problèmes cardiaques exacerbés par des années d'utilisation de médicaments prescrits, une partie du public a refusé de croire à l'histoire officielle. Des rumeurs ont fait surface, suggérant qu'Elvis avait simulé sa mort pour échapper aux pressions de la célébrité, tandis que d'autres affirmaient qu'il était entré dans un programme de protection des témoins en raison de liens présumés avec des enquêtes criminelles. Malgré l'attrait sensationnel de ces théories, aucune d'entre elles n'a été étayée par des preuves crédibles et les experts, les forces de l'ordre et les membres de la famille ont toujours affirmé que la mort d'Elvis était à la fois réelle et tragique. Pourtant, la persistance de ces affirmations reflète l'impact culturel extraordinaire qu'il a eu, une influence si grande que certains ne pouvaient tout simplement pas imaginer le monde sans lui. Les dernières années de la vie d'Elvis ont également été marquées par des incidents qui ont attiré l'attention du public et renforcé la perception que son existence autrefois insouciante était devenue tendue et imprévisible. Un événement notable s'est produit en novembre 1976 et a impliqué une autre légende du rock'n'roll, Jerry Lee Lewis. Les deux hommes se connaissaient depuis des années, partageant à la fois la lumière des projecteurs et une amitié compliquée marquée par le respect mutuel et une rivalité occasionnelle. Lors de cette nuit particulière, Lewis, qui aurait beaucoup bu, a décidé de rendre visite à Graceland à l'improviste. Arrivé aux portes du domaine, il était armé et insistait pour voir Elvis immédiatement. Selon certaines sources, Elvis, après avoir appris qui était à la porte et avoir été informé de son état d'ébriété et de son état d'armement, a refusé de le rencontrer. Au lieu de cela, la situation a dégénéré lorsque la police est intervenue, finissant par arrêter Jerry Lee Lewis avant qu'il ne puisse entrer dans la propriété. Bien qu'aucun mal grave n'ait résulté de cette rencontre, l'histoire a fait les gros titres et s'est ajoutée à la liste croissante d'épisodes inhabituels et préoccupants dans les dernières années d'Elvis. À l'été 1977, la santé d'Elvis avait visiblement décliné et son entourage pouvait constater les effets des années de tournées incessantes, des pressions personnelles et de la dépendance aux médicaments prescrits. Le 16 août 1977, la tragédie a frappé lorsque Elvis Presley est décédé à Graceland à l'âge de 42 ans. Les examens médicaux ont déterminé qu'il souffrait de problèmes cardiaques, les effets de l'utilisation à long terme de médicaments prescrits contribuant de manière significative à sa mort subite. La nouvelle a dévasté les fans du monde entier. Et dans les jours qui ont suivi, une vague de deuil a déferlé sur Memphis et bien au-delà.
FR La Foule s'est rassemblée à l'extérieur de Graceland. Des hommages ont afflué de la part de célébrités et de dirigeants politiques. Et les ondes se sont remplies de sa musique alors que le monde tentait de faire face à la perte de l'un des artistes les plus emblématiques de l'histoire. James Burton parle d'Elvis Presley. James Burton, le guitariste légendaire qui a joué aux côtés d'Elvis Presley pendant certaines des années les plus emblématiques de la carrière du chanteur, a toujours été une voix respectée lorsqu'il s'agit de se souvenir du roi du rock and roll. Ces dernières années, Burton s'est davantage confié sur ses vraies pensées et ses sentiments concernant son époque avec Elvis, offrant aux fans une perspective rare et personnelle de quelqu'un qui était là sur scène soir après soir. Connu pour son style de guitare emblématique, le chicken picking, Burton était déjà un musicien célèbre avant de rejoindre le groupe d'Elvis en 1969. Cependant, c'est son travail avec Elvis qui a cimenté sa place dans l'histoire de la musique. Lorsque Elvis est revenu à la scène avec ses célèbres spectacles de retour à Las Vegas, Burton était là, fournissant les licks de guitare pointus et distinctifs qui ont contribué à définir le son de cette époque. Dans des interviews, Burton a parlé chaleureusement de sa première rencontre avec Elvis. Il s'est souvenu avoir reçu un appel téléphonique en 1969 d'Elvis lui-même, l'invitant à rejoindre son groupe. Burton a d'abord cru à une blague, disant dans une conversation avec Guitar World « Je n'ai pas cru que c'était lui au début, mais une fois que j'ai réalisé que c'était le cas, j'ai dit oui tout de suite. » À partir de ce moment, Burton est devenu une figure centrale dans les spectacles et les sessions d'enregistrement d'Elvis, restant avec lui jusqu'à la mort prématurée du chanteur en 1977. L'une des choses que Burton a constamment soulignées est la générosité et la gentillesse d'Elvis envers les membres de son groupe. Dans de nombreuses interviews, dont une avec Ultimate Classic Rock, Burton a déclaré qu'Elvis s'assurait toujours que les musiciens se sentent valorisés. Il traitait le groupe comme une famille, a partagé Burton. Il voulait que tout le monde soit à l'aise et heureux. Il ne vous a jamais donné l'impression que vous travailliez simplement pour lui, vous faisiez partie du spectacle. Burton a également abordé certains des aspects les plus difficiles du travail avec Elvis, en particulier au cours des dernières années, lorsque la santé du chanteur déclinait. Il a reconnu que la dépendance croissante d'Elvis aux médicaments prescrits affectait son énergie et son humeur, rendant parfois les performances imprévisibles. Cependant, Burton n'a jamais parlé de ses difficultés de manière critique. Au lieu de cela, il s'est concentré sur la résilience dont Elvis a fait preuve en montant sur scène et en donnant à son public le meilleur spectacle possible. Peu importe comment il se sentait quand il montait sur scène, la magie était là, a déclaré Burton dans une interview avec Rolling Stone. L'une des choses les plus frappantes que Burton ait révélées est le dévouement d'Elvis à son art. Il s'est souvenu qu'Elvis répétait souvent pendant des heures, s'assurant que chaque détail de la performance était parfait. Burton admirait cet engagement, disant qu'il se souciait tellement de la musique et des fans, il voulait que chaque spectacle soit spécial. Ce perfectionnisme s'étendait au groupe, Elvis apportant fréquemment de petites modifications aux arrangements pour que les choses restent fraîches et excitantes. Burton a également dissipé certains des mythes et des rumeurs qui ont circulé sur Elvis au fil des ans. Par exemple, bien qu'il y ait eu des histoires de tension entre Elvis et son groupe, Burton a insisté sur le fait que l'atmosphère était généralement positive et respectueuse. Nous avons tous eu nos moments, comme tout groupe de personnes travaillant ensemble, mais il n'y a jamais eu de véritable rancune, a-t-il déclaré dans une interview avec Mojo. Elvis était un plaisir de travailler avec lui et il appréciait ce que nous faisions. Un autre point que Burton soulève souvent est le profond respect d'Elvis pour les autres musiciens. FR. Il s'est souvenu de la façon dont Elvis rendait fréquemment hommage aux artistes qu'il admirait, que ce soit en reprenant leurs chansons ou en les louant dans des interviews. Burton, qui avait travaillé avec de nombreux artistes de renom avant Elvis, a été frappé par l'humilité dont Elvis a fait preuve malgré son immense notoriété. Il n'agissait pas comme s'il était au-dessus de tout le monde, a expliqué Burton, il rendait toujours hommage là où il était dû.
Les réflexions de Burton mettent également en évidence la camaraderie au sein du groupe TCB, le groupe de musiciens qui a accompagné Elvis dans ces dernières années. Il a décrit le lien étroit qu'ils partageaient, forgé au fil des années de tournées et de spectacles ensemble. Nous étions tellement sur la route que nous sommes devenus comme des frères, a déclaré Burton. Nous prenions soin les uns des autres et Elvis était au centre de cela. En ce qui concerne l'héritage d'Elvis, Burton est sans aiguise et sans équivoque dans ses éloges. Il pense que l'impact d'Elvis sur la musique et la culture est sans précédent et il se sent chanceux d'avoir fait partie de cette histoire. Il a tout changé, a déclaré Burton à Guitar Player, la façon dont il se produisait, la façon dont il communiquait avec le public. C'était comme rien que personne n'avait jamais vu auparavant et je ne pense pas que nous le reverrons un jour. Burton a également partagé des moments personnels qui révèlent un côté plus intime d'Elvis. Il s'est souvenu des sessions d'improvisation tardive à Graceland où Elvis jouait des chansons gospel pendant des heures simplement pour le plaisir de faire de la musique. C'était certains de mes moments préférés, a déclaré Burton. Pas de public, pas de pression, juste des amis qui font de la musique ensemble. Ces moments, a-t-il dit, ont montré le vrai Elvis, un homme qui aimait profondément la musique et trouvait du réconfort dans celle-ci.